Donc nous allons commencer avec Monsieur François Sautet, magistrat, président de la Chambre d'application des peines à la Cour d'appel de Versailles. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le présent exposé s'écarte délibérément du rapport d'experts que j'ai rédigé avec l'aide précieuse de Pierre de Courcelles, étudiant en droit et en philosophie présent dans la salle, et que je remercie chaleureusement. Plutôt que de reprendre un texte que vous avez sous les yeux, j'ai préféré mettre l'accent sur quelques points illustrant à mes yeux, de manière remarquable, l'intitulé de la communication qui m'a été demandée, en abordant successivement les évolutions sociales, sociétales, technologiques et scientifiques qui me paraissent les plus marquantes dans le domaine qui nous réunit aujourd'hui. En préambule, il faut toujours faire attention à la taille de la focale qu'on utilise pour juger d'une évolution. J'y pensais en écoutant ce matin Madame Debauche qui soulignait à juste titre l'augmentation des condamnations pour infractions sexuelles intervenues ces 20 dernières années. Si l'on se reporte à une période plus longue, on constate avec une certaine surprise que les condamnations pour viol sur mineurs, il y en a eu 732 en 1884 et 279 en 2005. C'est-à-dire que si on se place à la fin du XIXe siècle, on avait une prévalence beaucoup plus importante de ce type d'infraction. Mais il est vrai, bien évidemment, qu'après une diminution constante depuis la fin du XIXe siècle, ces infractions sont reparties à la hausse depuis les années 80 et on a notamment 2 fois plus de condamnations pour viol sur mineurs de 15 ans en 2005 qu'en 1994. J'en viens aux évolutions sociales. J'ai donné comme intitulé « La course sans fin du législateur pour rattraper l'opinion publique » ou plus exactement le reflet que lui renvoient médias et sondages. Les affaires dites Outreau ou Pornic, à 10 ans d'intervalle, illustrent parfaitement les attentes contradictoires de l'opinion, ses brusques revirements et la tentation des politiques de surfer sur ces tendances. Démarré en 2001, 5 ans après l'affaire Dutroux, pédophile criminel dont les forfaits avaient ému l'opinion publique bien au-delà de la Belgique, l'affaire d'Outreau a d'abord suscité un déchaînement médiatique contre les mises en cause avant de se dégonfler comme un ballon de baudruche en 2005 avec l'acquittement de la plupart des accusés. La commission d'enquête parlementaire installée en janvier 2006 rendra le 7 juin de cette année, après 200 auditions, un rapport comprenant 80 propositions axées sur la nécessité de mieux préserver la présomption d'innocence en prenant en compte notamment de manière plus distanciée la parole des plaignants. Il était également préconisé d'améliorer l'expertise psychologique, l'expertise psychiatrique. Malheureusement, force est de constater que cette amélioration, cela a également été évoqué ce matin par le docteur Cano, sont restées lettres mortes puisque nous faisons face actuellement à un manque drastique de psychiatres œuvrant dans le domaine judiciaire. L'affaire de Pornic, tout le monde la connaît. Tony Meillon est interpellé en janvier 2011 pour le meurtre d'une jeune fille, Laetitia Perret, pour lequel il sera condamné le 5 juin 2013 à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette tragique affaire met en évidence les insuffisances du suivi de certains condamnés potentiellement dangereux. Le meurtrier, sorti de prison 1 an avant les faits, est astreint aux obligations d'une mise à l'épreuve, n'ayant en fait eu aucun suivi des services de l'application des peines. Le président de la République de l'époque, toujours prompt à dénoncer les insuffisances d'autrui et à chercher des responsables à jeter en pâture à une opinion légitimement indignée, a violemment mis en cause les magistrats et les services de probation, déclenchant un vaste mouvement de protestation des intéressés, révoltés par l'injustice de ces accusations au regard de l'insuffisance criante des moyens humains donnés par les pouvoirs publics à ces missions pourtant essentielles. Certaines voix ont également rappelé que le risque zéro n'existait pas, personne ne pouvant sérieusement affirmer qu'un suivi diligent et efficient de Meillon aurait de manière certaine permis d'éviter ce drame.
L'histoire judiciaire récente ne manque pas d'exemples de condamnés astreints au port d'un bracelet électronique, respectant à la lettre leurs obligations, à l'exception notable de celle qui leur est faite de ne pas réitérer d'actes de délinquance. N'oublions jamais, comme le rappelait dès mai 2008 la conclusion du rapport de M. Lamanda, président de la Cour de cassation, chargé par ce même président de la République de formuler toute proposition utile d'adaptation de notre droit pour que les condamnés exécutant leur peine et présentant des risques de récidive puissent se voir appliquer un dispositif tendant à l'amoindrissement de ces risques, ouf, que même si l'ensemble des propositions ainsi élaborées trouvaient sa pleine application, tout risque ne disparaîtrait pas pour autant, le rédacteur ajoutant qu'une société totalement délivrée du risque de la récidive criminelle, sauf à sombrer dans les dérives totalitaires, ne serait plus une société humaine. Il n'en demeure pas moins que nos concitoyens, devenus plus craintifs, notamment du fait de la multiplication ces dernières années d'attentats terroristes meurtriers, semblent aujourd'hui sacrifier plus aisément des pans non négligeables de leur liberté sur l'autel de la sécurité. Les évolutions sociétales vers la fin de la domination masculine, point d'interrogation. La prise en compte des avancées sociétales à travers l'évolution des circonstances aggravantes se lit à travers l'évolution des circonstances aggravantes. Pour l'agression sexuelle, par exemple, en 1994, il y en avait 5, avec armes, en réunion, ayant entraîné une blessure, par ascendant ou par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions. On a ajouté le contact par un réseau de télécommunications à destination d'un public indéterminé en 1998, par le conjoint en 2006, par une personne en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants en 2007, sur une prostituée en 2016. Et on est arrivé à 9 au total. L'évolution est plus spectaculaire encore pour les violences non sexuelles, avec l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, nation, race ou religion, ou l'orientation sexuelle en février et mars 2003, à laquelle est ajoutée l'identité de genre réelle ou supposée en mars 2017. Sur ces stéréotypes, sur les évolutions sociétales, des efforts importants ont été faits en matière de prévention primaire, mais là encore, on se trouve face au paradoxe de certaines réactions imprévues. Notamment, cela a été le cas pour les ABCD de l'égalité mises en place à la rentrée scolaire 2013, qui avaient précisément pour objectif de déconstruire les stéréotypes à l'origine de la domination masculine, et cela a viré à la polémique sur une prétendue théorie du genre imposée aux enfants, théorie polémique donc qui a trouvé son apogée en mars 2014. Et on retrouve également la difficulté de mettre en place donc une prévention primaire avec les séquences d'éducation à la sexualité inscrites dans la loi depuis 2000, mais 3 semaines par an et par classe d'âge, mais un quart des établissements, selon le Haut Conseil à l'égalité, ne les met pas en œuvre, d'après Le Monde du 2 juin 2018. Enfin, l'affaire Weinstein, en octobre 2017, avec les mouvements MeToo et Balance ton port, a permis une libération de la parole, mais également, inévitablement, on a vu le risque de mise au pilori sur le fondement d'allégations difficilement vérifiables. Les évolutions technologiques, donc, je passe très rapidement, une lutte opiniâtre contre l'explosion incontrôlable des images disponibles. Je renvoie à ce qu'a dit très bien Maître Kazanchi ce matin. Également, en termes d'évolution technologique, le bracelet électronique mobile intervenu en mars 2004 avec possibilité de géolocalisation en décembre 2005. Et enfin, les évolutions de la recherche médicale et criminologique pour un traitement plus adapté et donc plus efficace des auteurs d'infractions sexuelles. Donc, la loi de juin 1998 permet aux détenus de se soumettre volontairement à un traitement médicamenteux visant à réduire la production de testostérone. 9 ans plus tard, une proposition de loi du député Bernard Debré en septembre 2007 prévoyait que le consentement du condamné ne serait plus nécessaire pour la castration chimique dès lors qu'une expertise renforcée le préconiserait. Une étude de législation comparée du Sénat en novembre 2009 concernant 7 pays, Allemagne, Angleterre, Belgique, Danemark, Espagne, Pologne et Suède, indique que la castration chimique est possible dans tous ces pays comme condition de libération conditionnelle ou substitut à la prison, obligatoire dans aucun de ces pays, soumise toujours à expertise le préconisant et accompagnée d'une psychothérapie. Le Danemark la pratique depuis plusieurs années. L'Allemagne est la seule à prévoir la castration physique chirurgicale pour les condamnés volontaires de plus de 25 ans après expertise psychiatrique.
je passe sur les recherches criminologiques sur la dangerosité. Je dirais simplement, en écho à ce qui a été évoqué ce matin, qu'un travail très intéressant et très important a été fait par sous Madame Taubira, garde des Sceaux, à l'occasion de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive qui a abouti à la mise en place de la contrainte pénale. Et donc je sais que dans ce pays, on aime bien réinventer l'eau chaude tous les 2 ans, mais peut-être qu'avant de créer une énième commission là-dessus, on pourrait se servir de ce qui avait été, de ce travail très complet qui avait été fait à cette occasion. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été si long. Je vous remercie. C'est difficile en 10 minutes, on le sait, on est désolé. Donc j'appelle maintenant Magali Teillard-Dira. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en criminologie et victimologie au CRIAVS, rattachée aux urgences et post-urgences psychiatriques au CHU de La Péronie. C'est à vous 10 minutes. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas si on peut avoir Bien sûr. juste le PowerPoint, si. C'est mieux. Oui. Je ne sais pas si... Non. Très bien. Je vous remercie de m'avoir invité et surtout de m'avoir posé une question qui, effectivement, est venue me poser à moi-même énormément de questions, même si c'est déjà quelque chose que l'on travaille depuis quelques années dans le service. Donc cette question, quelles sont les problématiques émergentes au cours de ces 20 dernières années dues aux évolutions de la société et des technologies, est venue tout de suite m'interroger quant au choix des mots. Le choix des mots, c'est les problématiques. On aurait pu dire quelles sont les violences sexuelles émergentes. Non. Le choix du mot problématique est fortement interpellant puisqu'effectivement, ça vient nous interpeller sur la question de plusieurs formes de problèmes, peut-être pas forcément de violences sexuelles, et c'est en cela que peut-être je vais décaler un petit peu mon propos, mais surtout dans cette idée de nous permettre de penser peut-être des nouveaux comportements que l'on peut avoir, que l'on peut voir émerger, de nouveaux comportements bien entendu sexualisés, et qui, en tout cas, selon les personnes que l'on rencontre, semblent penser que cela peut faire le lit de violences sexuelles. Nouvelles ou pas, on verra. Tout est la question. Pour continuer, je voulais d'abord remercier le docteur Baïs de m'avoir accompagné dans ce travail, puisque c'est, comme je vous le disais auparavant, une réflexion que l'on mène déjà depuis quelques années au service de Montpellier. Et effectivement, je ne le mène pas tout seul, c'est mieux de penser à plusieurs. Et je pense qu'effectivement, nous sommes pluridisciplinaires, et c'est en cela que la réponse à cette question va pouvoir essayer de vous éclairer, même si en 10 minutes, j'aurai du mal à vous donner l'entièreté de mon propos et de l'article. Tout d'abord, je voulais commencer en fait cette évolution effectivement de la société. Pour moi, la plus prégnante, effectivement, c'est l'évolution des nouvelles technologies. C'est quoi les nouvelles technologies finalement? C'est ce qu'on appelle l'éthique. Donc l'éthique, technologie de l'information et de la communication. Et c'est ce qu'on voit apparaître, ce qu'on a vu apparaître chacun avec le symbole le plus représentatif, le smartphone, notre téléphone portable que nous prenons avec nous, qui nous permet d'être complètement connectés tous les jours. C'est vrai qu'il y a 20 ans, je pense que si on vous avait dit que c'était un outil dont vous auriez du mal à vous passer, vous auriez été certainement surpris et étonné. Et pour autant, aujourd'hui, si on n'est pas outillé avec un smartphone, si nous ne sommes pas connectés, si nous n'avons pas Internet, eh bien, nous allons vite nous retrouver comme bannis de la société, mis de côté. Cette nouvelle technologie, malgré tout, a eu un effet, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas mise en 20 ans, ça a été très très vite et ça a été très rapide. Et le problème, puisque aujourd'hui on est là pour parler quand même des problématiques, c'était cet effet que ça a eu, ce sentiment en tout cas de disruption que nous avons pu avoir au niveau de la société. La disruption, simplement, c'est quoi? C'est la perte des repères. C'est-à-dire que soudain, on nous propose un nouvel outil, on nous propose une nouvelle façon de fonctionner, sauf qu'on a le sentiment de ne pas avoir complètement les repères. Alors, vous me direz, après tout, les repères, ça se crée. Le souci, et on va le voir rapidement, c'est que ça touche tout le monde et que ce n'est pas simplement les adultes aujourd'hui qui sont outillés avec ces smartphones, mais bien les jeunes. Et en général, quand on vous demande dans une société quelles sont les problématiques émergentes de la société, on va se pencher du côté de la catégorie des mineurs, des adolescents, parce qu'eux-mêmes seront le symbole le plus vivant des problématiques de la société. Ça ne se réduit pas aux mineurs, mon propos ne se réduit pas aux mineurs, mais pour autant, c'est eux qui, aujourd'hui, nous montrent le plus ce comportement, ces difficultés, ces différentes problématiques.
Donc ce besoin de connexion et de relations virtuelles, vous l'avez bien compris, on le retrouve énormément chez nos adolescents. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous, dans notre service, nous sommes souvent interpellés par les services éducatifs, les professeurs, mais aussi les foyers, qui viennent nous interpeller sur des comportements qu'ils n'avaient pas, en tout cas, il y a 20 ans. Et donc, c'est eux qui viennent nous dire, il se passe quelque chose, il y a un changement, et ça les inquiète. Et j'ai envie de dire, effectivement, peut-être qu'ils ont raison de s'inquiéter. Quels sont ces comportements? On en a déjà commencé à en parler ce matin, sur justement tout ce qui est sexualisation de la société, et donc cette hypersexualisation qu'on va voir apparaître, et notamment chez les jeunes qui ont du mal à s'en saisir. Mais c'est aussi la question de la relation virtuelle. Comme je vous disais, aujourd'hui, si vous n'êtes pas connecté, vous n'existez pas. On comprendra bien que nos jeunes, face aux réseaux sociaux, face à cette relation virtuelle, va avoir des comportements qui peuvent être à risque, et notamment, c'est ce que à nouveau les éducateurs nous ramènent, effectivement, ce problème de l'intimité, cette idée que finalement je peux montrer ce que je veux parce que, effectivement, c'est ce qu'on retrouve au niveau des médias, et malheureusement, ou à un moment donné, ça peut entraîner des dérives. Bien entendu, j'évoquerai rapidement le visionnage de porno, puisque, pareil, le problème de la connexion, puisque ce n'est pas qu'un problème, mais là on va parler des difficultés, c'est bien que c'est toujours extrêmement accessible. Et du coup, effectivement, le porno est quelque chose d'accessible à tous les âges de la vie, et on voit bien que ça peut entraîner des problèmes au niveau de la sexualité. Je dirais 2 mots sur la prostitution, effectivement 2.0, puisque aujourd'hui, notre sexualité, notre société a tellement banalisé la sexualité que pour nos jeunes, finalement, échanger un téléphone contre une fellation, nous dit-il, ce n'est pas de la prostitution, c'est simplement du troc, un échange. Donc ils ne perçoivent pas, effectivement, la sexualité de la même manière que l'adulte pourrait la percevoir. Du coup, par rapport à ces différents problèmes, puisque finalement je n'ai toujours pas parlé de violences sexuelles, est-ce que cela peut faire le lit des violences sexuelles? Donc mon propos s'est basé sur cette question de la numérisation des violences sexuelles. Existe-t-il de nouvelles formes de violences sexuelles? Existe-t-il des violences sexuelles numériques? Alors bien entendu, on va entendre parler, je pense, pendant ces 2 jours, on en a entendu parler ce matin, de la cyberpédopornographie, du hameçonnage, cette rencontre via le biais du virtuel, donc des mineurs bien entendu, mais aussi des adultes, de ce mode de voyeurisme et d'exhibitionnisme d'un nouveau genre, pas tout à fait dans ce qu'on rencontrait effectivement dans le réel jusqu'à présent, de l'influence des images de porno. C'est pas rare que nos jeunes rentrent dans la sexualité par l'influence du porno, et qui parfois peut même entraîner, bien entendu, des violences sexuelles, parce que peut-être que la petite copine n'était pas d'accord d'avoir une sodomie dès le départ. Rapidement, en fait, mon propos, puisque je pourrais vous décrire des tas de comportements, et c'était ça la difficulté en 10 minutes, de pouvoir effectivement vous parler de tous ces comportements, mais je pense que vous en avez la vision, c'est finalement quel est le problème. Je ne pense pas que le problème soit dans de nouvelles formes de violence sexuelle, puisque quand on parle d'exhibitionnisme, de harcèlement ou de cyberharcèlement, de voyeurisme, de pédophilie via le net, de pédopornographie, ça existait avant le numérique, auparavant il s'échangeait des cassettes vidéo. Finalement, c'est notre mode de relation qui a changé, puisqu'on voit bien que maintenant, la relation se passe par la connexion. Et la difficulté aujourd'hui, et de ce qu'on a pu observer à travers le comportement des mineurs, c'est cette idée que ma relation va se virtualiser et ne se passe que par le virtuel. Ma petite copine est devenue virtuelle. La difficulté, c'est que nos espaces sont complètement clivés. Confrontés à des violences terribles via les écrans, ils clivent les espaces puisqu'ils ne vont pas les voir dans la réalité. Le problème, c'est que ce clivage va entraîner un clivage dans la relation. Le clivage dans la relation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que l'autre n'est qu'un être virtuel, c'est devenu un objet virtuel, et que du coup, la question de l'empathie est remise complètement en question envers l'autre, mais envers soi. Lorsque, aujourd'hui, on parle des émotions, on les exprime en émoticônes ou en émotiges pour les plus connectés. Et donc, on voit bien que ce problème et cette absence de repères via le numérique va donner une absence de repères dans la relation qui, pour le coup, est un vrai problème majeur au niveau des violences sexuelles et peuvent créer et peuvent former des violences sexuelles, certes pas nouvelles, mais en tout cas de plus en plus nombreuses et croissantes. Je vous remercie.
Donc la parole ou les questions sont à la commission d'audition en priorité, comme je vous le rappelle. Et là, nous avons 20 minutes d'échange. 2 intervenants de 10 minutes. Voilà. Oui, c'est une question pour Madame Teilhard-Dira. Il y a une donnée qui m'a intéressée dans votre rapport et qui est donc très en lien avec ce que vous venez de dire sur le mode de relation. Une donnée selon laquelle, parmi les personnes concernées par le cyberharcèlement, enfin les jeunes concernés par le cyberharcèlement, 60% se déclaraient à la fois auteurs et victimes. Et je voulais savoir comment est-ce que vous interprétiez ce chiffre-là. Alors, effectivement, comment interpréter ce chiffre-là? On est vraiment dans cette relation de couple, auteur et victime, où finalement, à un moment donné, comme nos auteurs de violences sexuelles peuvent avoir été victimes d'abus sexuels durant l'enfance, un tiers des auteurs de violences sexuelles ont été eux-mêmes victimes, on est dans ce même passage-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'auteur et la victime souffrent, j'ai envie de dire, de la même chose, c'est-à-dire d'un manque de confiance en soi, d'un manque d'estime de soi. Du coup, ça va faciliter le fait d'être victime, puisque bien entendu, la victime, c'est le bouc émissaire, celui qui manque de confiance en lui. Sinon, bien entendu, il ne serait pas victime, ça ne fonctionnerait pas. Et le fait, ce manque de confiance en soi chez l'auteur va pousser effectivement cette personne à devenir auteur pour écraser l'autre, puisque quand je manque de confiance en moi-même, j'ai besoin d'aller écraser l'autre. Donc simplement parce que finalement, ils se ressemblent, ces deux personnes qui se ressemblent, et il y en a un qui doit avoir le dessus sur l'autre, et c'est bien plus facile finalement d'être auteur, d'être actif que de subir, et donc je préfère, au lieu de subir, être celui qui va faire subir. Tout simplement, on est dans ce renversement des positions et des places où chacun peut devenir auteur et victime. Mais du coup, est-ce que vous diriez que le virtuel peut faciliter ce basculement de l'un à l'autre ? Alors effectivement, le virtuel, ça facilite ce type de comportement, parce que ce comportement-là existait auparavant. Dans les écoles, le harcèlement a toujours existé. Sauf que là, aujourd'hui, on est tous connectés. Et quand vous rentrez chez vous, l'enfant, le mineur, l'ado, mais même l'adulte, on a aussi toujours notre smartphone, on est toujours connecté. Et du coup, c'est tellement facile, en plus, caché derrière l'écran, d'envoyer quelque chose de pas sympa parce qu'il ne me plaît pas et j'ai envie de faire ça, et d'être repris par les autres. C'est cette large diffusion, et puis l'écran, qui va faciliter le passage à l'acte. Il y a énormément de personnes qui... Certes, quand je vous parle de clivage, c'est tout à fait ça, n'aurait pas ce type de comportement dans la réalité, n'oserait pas aller voir le petit copain en disant « mais toi, je t'aime pas ». Par contre, l'écran va faciliter ça, on se sent protégé, caché, et ça va faciliter énormément de comportements de ce type. Pour la même oratrice, donc Patrick Blacher, quelle définition vous avez au mot empathie et comment l'avez-vous évaluée? Avec quels outils? Alors, la définition de l'empathie, je me suis basée sur la définition de l'empathie, entre autres, de Serge Tisseron, où effectivement, il va parler des différents niveaux d'empathie. Donc, on peut observer 3 types d'empathie. On a l'empathie, effectivement, que l'enfant va avoir, en fait, d'emblée, c'est-à-dire une sorte d'empathie, si vous voulez, intellectuelle, c'est-à-dire je peux repérer que cette personne est en souffrance et effectivement, non, c'est ça, c'est l'empathie émotionnelle, excusez-moi, je me perds. Je repère que c'est le bébé, c'est-à-dire l'enfant, vous lui souriez, il va vous sourire en retour, il perçoit une émotion qu'il ne comprend pas bien et en retour, il va ressentir la même émotion. L'empathie intellectuelle, où effectivement, je peux percevoir que l'autre est en souffrance, mais pour autant, ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas. Je perçois l'émotion de l'autre. Et enfin, cette empathie mature qui fait que je perçois l'émotion de l'autre et en plus, c'est pas que ça me touche, mais je me dis quand même à sa place, j'aimerais pas être à sa place. Et ça va me permettre de mettre un comportement adapté. Cette empathie-là, en général, selon Serge Tisseron, on la voit apparaître vers l'âge de 10-11 ans. Donc, nos auteurs ne manquent pas d'empathie, attention, ils ont une empathie, mais une empathie plutôt, je dirais, intellectuelle, dans le fait de repérer que ça fait du mal à l'autre, mais pas d'empathie dans le sens où je vais faire un retour sur moi et ça va effectivement me toucher en me disant, à sa place, on ne se met pas à la place.
C'est pour ça que je dis non pas d'empathie pour soi, parce que finalement, le quatrième niveau, ça serait ça, hein, cette idée de se dire, je peux repérer mes émotions, je sais ce que je ressens, et à partir du moment où j'ai pu les repérer et ressentir mes émotions, je vais pouvoir adapter ce que je suis en train de faire par rapport à l'autre. Hein, et dans cette relation-là, on voit bien que finalement, c'est très compliqué. Je donnais l'exemple des émoticônes là aujourd'hui, parce que je me disais, c'est vrai que c'est assez majeur, hein, chez les jeunes, on envoie des émoticônes, mais on voit bien que finalement, en tout cas moi personnellement, quand je ressens quelque chose et que j'ai envie de l'envoyer, je ne trouve jamais le bon émoticône qui correspond à mon émotion. Sauf que les jeunes, eux, ne se posent pas tant de questions et donc vont coller les émotions à des choses qui sont déjà faites. Hein. C'est en cela, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question, que je parle de l'empathie en fait, hein, dans cette relation à soi et à l'autre, et dans cette capacité à se mettre à la place de l'autre. Et l'évaluation de l'empathie, alors là, c'est beaucoup plus complexe, hein, c'est difficile à évaluer, cette histoire-là. Donc nous, on n'a pas, en tout cas, on n'a pas de tests français qui nous permettent d'évaluer l'empathie. Donc pour nous, effectivement, on va plutôt l'évaluer plus au sein des groupes de parole, par exemple, qu'on a de mineurs, où on voit effectivement comment, au niveau de la parole, ça circule, et la prise de conscience qu'ils ont des uns et des autres et de ce qui s'y passe. Et ça sera notre meilleur moyen. Donc ça reste une évaluation qui est très clinique, basée sur l'observation, et on n'a pas d'outils, en tout cas aujourd'hui, qu'on utilise pour effectivement se dire, bah, tiens, là, il y a un déficit d'empathie. Mais effectivement, ça aurait été une de nos volontés. Je sais qu'il existe des outils en anglais, mais effectivement, pour l'instant, qui n'ont pas été validés en France. Oui, j'aurais une question pour Monsieur Sautet. Vous nous avez fait part à la fin de votre propos donc, de l'importance de pouvoir se référer notamment aux travaux issus de la conférence de consensus qui s'était tenue sous l'égide de Madame Taubira. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner quelques exemples manifestes de propositions, préconisations sur lesquelles il pourrait être judicieux que nous prolongions nos réflexions dans ce cadre ? C'est une réflexion que je me faisais en entendant un intervenant de ce matin. Donc sur parler d'importation de modèles. On pense souvent au Canada, notamment, pour lutter contre, de prise en charge pour lutter contre la récidive. On parle beaucoup de modèles comportementaux. Bon. Et c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de querelles de chapelle, je trouve, par rapport à ça, qu'on pourrait, à mon avis, largement dépasser, notamment parce que cette commission, donc cette conférence de consensus sous l'égide de Mme Taubira, a justement fait le point de façon assez complète là-dessus pour voir ce qui pouvait être importé, hein, entre guillemets, ce qui ne correspondait pas forcément à la tradition française, hein, de prise en charge post-sententielle. Et je voulais simplement dire que par rapport à cela, on ne partait pas de zéro, quoi, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément nécessaire de reprendre tout un travail là-dessus. Il y a un travail déjà important de recensement, de défrichement qui a été fait, et justement, parce que ça s'appelait conférence de consensus, un certain consensus qui a pu se dégager sur ce qui pouvait être pris de positif ailleurs. D'ailleurs, ça a déjà trouvé des applications. Après cette conférence-là, les services pénitentiaires d'insertion et de probation ne travaillent plus de la même façon. On a plus établi des protocoles d'intervention. Enfin, on a avancé quand même. Hein, et je pense qu'il faut bien sûr poursuivre. Hein, il faut toujours actualiser, hein, évidemment. Il ne faut pas se reposer une bonne fois pour toutes, mais il serait dommage de ne pas profiter de tout ce travail qui a été fait. Et vous avez au sein de votre commission quelqu'un qui a participé très activement à cette conférence de consensus et qui pourra vous donner tous les éléments utiles. D'autres questions parmi la commission d'audition? Mesdames et messieurs, non? Des questions dans le public? Oui, ici. Ah, au premier rang. Hein? Martine Nice, c'est une demande pour Monsieur Sautet. J'ai eu l'honneur de faire partie de la commission dite View à la suite de l'affaire d'Outreau, et je voulais avoir votre sentiment sur les recommandations que cette commission a élaborées et qui ont pour la plupart d'entre elles été reprises par la commission qui a suivi, qui a été
je pense, si mal comprise par le grand public? Parce qu'il y a eu beaucoup de propositions. Dans quel domaine en particulier? Il y en a eu 70. Voilà. Mais dans quel domaine en particulier? Parce que ça touche à des... Oui, c'est parce que ça touche à la fois aux enfants victimes, à la façon de s'occuper des auteurs et aussi à la façon de recueillir des témoignages. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été... Je vais vous répondre sur l'expertise, parce que c'est un domaine qui me tient particulièrement à cœur. On assiste dans ce pays à une situation très paradoxale. À la fois, on multiplie les exigences d'expertise dans tout un tas de domaines pour évaluer la pertinence de prise en charge diverses et variées, notamment en matière de suivi socio-judiciaire, mais pas seulement. Et parallèlement à cela, on a une réduction drastique du nombre d'experts psychiatres. Et on voit se développer notamment, alors, face à cette obligation légale, notamment, il y a beaucoup d'infractions pour lesquelles une expertise psychiatrique est devenue obligatoire avant la comparution devant les juges. Et on voit se développer ce que le docteur Zaguri appelle à juste titre des expertises low cost, hein, c'est-à-dire qu'on fait venir un psychiatre pendant la garde à vue d'un bonhomme qui voit sur un coin de table la personne pendant 20 minutes et qui rédige un rapport. Alors, c'est effectivement rémunérateur, hein, parce que vous pouvez en faire 5 dans la semaine comme cela, mais bien évidemment, c'est beaucoup de copier-coller, c'est d'un intérêt très limité. Alors, la loi est respectée, hein, c'est-à-dire la loi exige une expertise, on a l'expertise, mais c'est quand même, je vais être très, très vulgaire, à la limite du foutage de gueule, quoi, hein. Donc, là, il y a vraiment une réflexion à mener, un travail à faire pour effectivement qu'on ait... effectivement, je ne nie pas la nécessité d'avoir des expertises, ça éclaire de façon très utile, mais encore faut-il que ce soit des expertises qui aient un minimum de qualité. Merci. Merci. Éric Cagna, je suis psychiatre au SMPR des Baumettes à Marseille et aussi au CRIAFS de la région PACA et psychiatre libéral et médecin coordonnateur. C'est une question pour M. Sauté. Vous avez évoqué la castration chirurgicale qui existe légalement en Allemagne. Je crois qu'elle existait aussi en République tchèque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais vous ne nous avez pas dit ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une évolution qui serait souhaitable dans le droit français ou pas? La question avait été déjà posée il y a quelques années par un garde des Sceaux, donc j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Oui, il y a eu même eu un projet, enfin bon, non, mais enfin, si tant est que mon avis ait une quelconque importance, moi je suis absolument opposé à ce type d'intervention chirurgicale. Ce qu'on appelle la castration chimique, hein, c'est-à-dire des traitements qui sont susceptibles de diminuer la libido en réduisant le taux de testostérone. Pourquoi pas, à condition que ce soit accepté, bien sûr, par l'intéressé et que ce soit préconisé par, effectivement, là, pour le coup, une expertise. Et, ça me paraît tout aussi important que ça soit accompagné d'une mesure d'ordre psychothérapique. Hein. Là, effectivement, c'est envisageable. Mais intervenir de façon chirurgicale, même à la demande de la personne, enfin moi, à titre personnel, c'est quelque chose qui me paraît contraire au principe de notre droit. Madame. Oui, Frédéric Lavez, donc je suis psychologue clinicienne, présidente de l'ARTAS, CRIAFS Rhône-Alpes également. Donc je voulais revenir au sujet de ce que vous disiez, Madame Teilhard-Dira, sur la question de l'évaluation de l'empathie. Effectivement, c'est extrêmement compliqué. L'évaluation clinique, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais je voudrais quand même revenir sur le fait qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'universitaires, beaucoup de chercheurs qui travaillent actuellement sur cette question de l'évaluation clinique et qu'il y a quand même des résultats, il y a des choses qui peuvent être proposées. Et juste pour revenir sur une recherche qui a rendu ses résultats en juin 2017, qui était une recherche dirigée par le professeur Pascal Roman, avec le professeur Ravi. Donc, le professeur Roman à Lausanne et le professeur Ravi à Lyon 2, sur justement les modalités d'évaluation des processus de changement chez les adolescents auteurs
de violences sexuelles. Et dans le cadre des conclusions, il était amené, et vraiment de façon extrêmement claire, comment on pouvait évaluer ces modalités de changement. Je le dis comme ça paraît peut-être un peu plus général, mais la question de l'empathie fait partie des changements qui ont pu être évalués. Je pense tout à fait, effectivement, et c'est vrai que c'était un peu la conclusion de ma question, et donc je ne suis pas allée au-delà, effectivement, en cherchant à évaluer, mais effectivement, hein, c'est en finissant d'écrire à cette question, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui est vraiment aujourd'hui novateur au niveau de ces problématiques? C'est bien la question de l'empathie dans la relation virtuelle. Et donc, je crois que c'est important d'aller plus loin et de vraiment travailler sur cette question en termes de vraiment qu'est-ce qui comment ça va pouvoir permettre, malheureusement, la commission de nouvelles infractions sexuelles et dans la relation à l'autre. On le voit très bien dans cette relation et surtout chez les ados, mais comment ça va se mettre aussi en place plus tard à l'âge adulte. Voilà, tout à fait. Puis je voulais rajouter aussi que dans je suis désolée, mais il faut qu'on arrête. Là, on est arrivé au bout de notre temps. Je suis désolée pour les questions qui étaient en suspens. Il faut qu'on passe aux experts suivants. Merci. Merci. Merci à vous.